Radio Vissou. Votre web radio locale. Radio Vissou, bonjour. Bienvenue dans l'émission Vivre et réfléchir, une émission où l'on prend le temps de s'arrêter, d'écouter et de se questionner sur la vie. Ici, nous parlons de la vie telle qu'elle est vraiment. Le manque de volonté, l'amour de soi, les relations toxiques, les doutes, les blessures, autant de sujets quotidiens qui sont liés à nos attitudes. Nous réfléchissons à un art de vivre en analysant nos comportements quotidiens et on apporte des axes de réflexion sur un thème précis. Je m'appelle Jennifer et pour cette émission sur la force de nos pensées, je suis accompagnée de Catherine, réflexiologue et coach de vie professionnelle et privée. Bonjour Catherine. Bonjour Jennifer, je suis très heureuse d'être avec vous pour parler de sujets qui me tiennent à cœur. J'en profite pour donner le nom de mon site web, reflexocoach.fr. Oui, parce que sur ton site, tu as toute ton activité qui est dessus. En effet, j'ai toutes les informations concernant mon parcours, les activités que je fais en réflexologie plantaire et en coaching. Donc, toutes les informations nécessaires sont à retrouver sur le site reflexocoach.fr. D'accord, n'hésitez pas à y aller, c'est très intéressant. Aujourd'hui, nous allons discuter de la force de nos pensées qui nous accompagne tous les jours. Et nous allons nous appuyer sur un texte extrait du livre « Les 4 accords Toltec » de Don Miguel Ruiz. Donc, le chapitre de ce texte, c'est le processus de domestication et le rêve de la planète. Catherine, je te laisse lire l'extrait ? Bien sûr, Jennifer. Alors, votre esprit tout entier est un brouillard que les Toltecs appellent un mitote. Prononcé mitoté. Votre esprit est un rêve dans lequel des milliers de personnes parlent en même temps. Et personne ne comprend personne. Telle est la condition de l'esprit humain, un grand mitoté, à cause duquel il vous est impossible de voir qui vous êtes vraiment. En Inde, on appelle mitoté Maya, ce qui signifie illusion. C'est l'idée que se fait la personnalité de « je suis ». Tout ce que vous croyez à propos de vous-même et du monde, tous les concepts et les programmes que vous avez en tête, tout cela est le mitoté. Nous ne pouvons voir qui nous sommes vraiment, ni même que nous ne sommes pas libres. Ah, c'est un texte très intéressant. Il offre plusieurs idées importantes. Il y a déjà le brouillard de l'esprit par des milliers de voix. Ça, c'est très intéressant. La définition de l'esprit qu'il nomme mitoté. L'incapacité de percevoir nos êtres véritables et l'incapacité de percevoir notre manque de liberté. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre qu'est-ce que c'est que cette incapacité de voir notre être véritable ou notre manque de liberté à travers un brouillard mental. C'est quand même compliqué. On va le développer. Donc, on va commencer par la première phrase. Votre esprit est un rêve dans lequel des milliers de personnes parlent en même temps et personne ne comprend personne. Oui, ça te parle ça, hein, Catherine. Oui, tout à ça fait. parle à tout le monde de toute façon. Donc, ce passage évoque vraiment une expérience universelle. Tout le monde la vit tous les jours, tout le temps, même la nuit. D'ailleurs, c'est ce qui fait les insomnies de la plupart des gens. L'auteur nous tend un miroir dans lequel nous découvrons que notre esprit n'est pas une terre paisible, mais bien une vaste place de marché animée de multiples voix qui s'entrelacent et se bousculent. J'adore cette image de place de marché avec les gens qui parlent, le brouhaha, tout ça. C'est très vivant et c'est la vie. C'est la vie, c'est ce qu'on intérieur. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'on a dans la tête tout le temps, du matin au soir. C'est presque fatigant d'ailleurs des fois. Moi, je vais vous raconter une histoire. Donc, alors, cette histoire est personnelle. Et je m'en suis rendu compte quand je préparais l'émission. Un jour, je conduisais et puis j'ai pris conscience, alors je dirais, de l'habilité de mon mitoté. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même regarder un petit peu nos pensées. Et la première pensée que j'avais, souvent dans les pensées, on règle nos comptes. On règle nos comptes avec telle personne. Ah, mais pourquoi il m'a dit ça, celui-là, c'est pas possible. Donc, je commençais à régler le compte avec quelqu'un. Puis je me dis, mais il n'est pas en face de toi. Donc, tu vas arrêter 5 minutes de régler tes comptes. Il n'est pas en face de toi, ça ne sert à rien. Donc, bim, j'ai fait éteindre la pensée. Je me suis dit, bon, on va penser à autre chose. Alors, la seconde pensée, c'était sur l'organisation d'un travail qui était assez prenant. Et j'étais au volant et je commençais à me dire, alors ce travail, il faut que je fasse ça. Sauf que j'étais au volant de la voiture. J'avais pas mes outils, j'avais pas mon PC, j'avais rien. Et je me suis dit, non mais attends, arrête quoi. Qu'est-ce que tu es en train de régler tes affaires là? T'as pas tes outils de travail. J'ai fait éteindre la deuxième pensée. Et enfin, j'en ai encore eu une troisième. Et c'est là où je me suis fatiguée moi-même. Où je réglais un problème avec des proches sur un projet commun. Et là, je me suis dit, non, mais ça arrête, quoi.
Ça fait 2 minutes, là, tu viens de parler dans ta tête de plein de choses. Tu as passé 2 minutes au volant, en plus de ça, sans concentration, parce que le mythoté, il fait ce qu'il a envie de faire avec ses milliers de voix. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, là, je suis en train de tricoter des vérités, arrête. Sauf que c'est difficile de ne pas penser. Oui, moi, je suis assez forte à ce jeu-là aussi. Ah ben, je crois que tout le monde est fort. Oui. La seule chose, c'est qu'après, il faut aussi éviter de trop engrammer de pensées négatives sur des pensées négatives sur des pensées négatives. Ça ne sert à rien. Si vous voulez régler les comptes avec quelqu'un, réglez-les tout seul avec lui, quoi. Pas avec votre tête, ça ne sert à rien. En face à face, c'est quand même mieux. C'est mieux. Hein. Sans ça, c'est pas utile. Ben voilà, c'est pas utile. Hein. On s'en crée des problèmes. Hein. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, toi, Catherine ? Alors, moi, c'est vrai que nous avons une faculté de nous soustraire au réel. Et je voudrais revenir sur les différents termes qui désignent ce que l'on appelle le mythoté, ou Maya chez les Indiens. Les bouddhistes parlent de samsara, les occidentaux de mental ou dialogue intérieur. Les Japonais utilisent une image très parlante que j'aimerais développer. Sur une estampe, on peut voir un samouraï tenant les rênes de son cheval. Le samouraï incarne la discipline, la connaissance et l'expérience, tandis que le cheval symbolise la fougue, la force brute et l'agitation. C'est plutôt rassurant de se dire que nous pouvons nous aussi tenir notre mythoté par les rênes. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh ben, j'en pense que tu me surprends, parce que c'est un bel exemple, cette histoire. Je trouve ça, cette image est vraiment très très parlante pour moi et très inspirante. Oui, moi ça me plaît beaucoup aussi. Le premier axe de réflexion que l'on vous propose est donc de vous observer, ne serait-ce qu'un seul jour, pour comprendre le concept de mythoté. Donc bien s'observer, regarder ses pensées, se dire « Ah mais oui, mais qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là ?» Alors souvent, on n'arrive pas à se remémorer ce qu'on était en train de se dire, mais je pense que c'est un exercice intéressant de l'observation de soi. On va reprendre maintenant une autre définition de l'esprit, qui est une autre phrase du paragraphe. Tout ce que vous croyez à propos de vous-même et du monde, tous les concepts et les programmes que vous avez en tête, tout cela est le mythoté. Alors, il convient de découvrir un petit peu l'origine de nos croyances. Il parle de concepts, de programmes, nos croyances, nos conditionnements, nos représentations. Il convient d'écouter tout cela, d'où viennent ces programmes dont on parle tant. On entend d'ailleurs souvent qu'il faut se déprogrammer et tout ça, mais ça vient d'où ? Ça s'enracine dans notre éducation, dans l'influence de nos parents, dans l'influence de nos professeurs, de notre culture, que ce soit une culture religieuse ou une culture d'un pays, de notre environnement social, de nos écoles, de nos quartiers, plus largement de l'ensemble de nos relations. Alors moi, je vais prendre encore un exemple personnel. Je vais prendre une illustration sur une croyance qui m'a accompagnée une très, très grande partie de ma vie et qui m'a vraiment... j'ai pas eu d'évolution à cause de ça pendant un petit moment. C'est le prétendu manque de mémoire. Je pensais que j'avais pas du tout de mémoire. Donc, à la fin, quand on te dit que t'as pas de mémoire, hein, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais rien, hein, tu le développes oui, pas. c'est une étiquette. C'est une étiquette. Sauf que je croyais tellement que j'avais pas de mémoire que, en fin de compte, j'essayais d'apprendre ce que j'apprenais et puis voilà. Et arrive le moment où je suis devenue formatrice. Alors, formatrice, quand on est formatrice, il faut apprendre. On n'a pas le choix. Donc là, les défauts de mémoire, normalement, on ne doit pas en avoir. Et je me suis rendu compte que j'étais capable d'apprendre, que j'étais capable de restituer l'enseignement, que j'étais capable de faire tout ça. Et je me suis dit, en fait, je l'ai, la mémoire. Je suis allée un tout petit peu plus loin dans ce concept de mémoire. Et quand on est formateur, on a généralement plusieurs personnes en face de nous dans une salle de formation. J'avais généralement 9 personnes et le problème était retenir leur prénom. Alors le truc, moi, qui me plaisait pas du tout, c'était d'écrire le prénom, tu sais, comme dans les profs. Oui, je vois. Oh là là, une petite pancarte. Oh là là, j'ai fait non, mais moi, je peux pas aller là-dessus. Je me suis dit, trouve un moyen de faire quelque chose. Et ce que je faisais, c'est que je prenais la liste des stagiaires, j'avais tous leurs noms, je les appelais par leur prénom un à un et je photographiais pendant qu'ils parlaient, pendant qu'ils se présentaient, qu'ils me disaient leur métier, je photographiais dans ma tête le visage de la personne.
Et bien, crois-le si tu veux, mais un passage suffisait à reconnaître les 9 personnes pendant toute la semaine. C'était fabuleux, ça. Et voilà, et c'est là où je me suis dit, non, attends, mais c'est quoi cette croyance à la noix, là, de manque de mémoire? Non, je n'ai pas de manque de mémoire, sauf que je me suis verrouillée sur ce système, et il a fallu quand même que j'aille dans le milieu professionnel pour me rendre compte que c'était un mensonge. Alors ce mensonge, comment il a été tricoté, je ne m'en souviens pas. Est-ce que c'est les profs qui m'ont renvoyé ça? Est-ce que c'est moi qui ai créé ça aussi? Je pense que c'est un ensemble de choses. Il me semble que c'est un ensemble de choses. Et en fin de compte, ça m'a complètement verrouillée. Même dans ma structure scolaire, ça m'a complètement verrouillée. Et dans le milieu professionnel, ça roulait. Et là, je me suis dit, non, en fait, j'ai pas de problème de mémoire. La seule chose, c'est qu'il faut que je trouve un moyen de mémoriser, ou que je trouve des astuces de mémoriser. Parce qu'en fin de compte, il y a des techniques de mémorisation. Oui, tout à fait. Et toi, est-ce que tu as des idées là-dessus? Alors, moi, j'ai plusieurs idées. La première, je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit. Moi, ma grosse croyance, c'était sur le manque de volonté. Je suis feignante, je manque de volonté. Ah, t'as du manque de volonté? Non. Ah. À présent, je me dis plutôt que je manque d'énergie. Mais pour moi, au départ, pendant des années, je me disais sans arrêt que je manquais de volonté. Et ça n'avait rien à voir avec la volonté. Alors parfois, on a un peu plus de volonté que d'autres. Moi, je voyais plutôt que c'était par rapport à mon énergie, c'est-à-dire mon état de fatigue ou pas. Et ça a tout changé en fin de compte. Je me suis regardée d'une autre manière. Là, je voulais donc rebondir sur plutôt un souvenir récent. Ça se passe dans un restaurant. Je suis assise en face d'une amie. Nous venons toutes les deux d'être servies. Mon amie interpelle la serveuse pour lui demander de renvoyer son assiette en cuisine, estimant que la cuisson n'est pas assez satisfaisante. Lorsqu'elle reçoit à nouveau son plat, un court silence prend place. Là, elle me confie qu'elle est persuadée que la serveuse lui en veut. Elle ajoute également avoir eu l'impression que je désapprouvais complètement son attitude. Un léger conflit est en train de s'imposer. Nous avons échangé à ce sujet avec humour pour désamorcer la situation. Tu vois, ce cas banal illustre bien nos propos. En fin de compte, dans notre mental, il se passe des tas de choses. Et là, c'était pour moi, de mon côté, c'était plutôt une sorte d'interprétation. Ça n'a pas à voir avec les croyances, mais c'est encore un autre registre. Ça n'a pas à voir avec les croyances, mais c'est hyper important ce que tu dis, parce que le mental a tendance à, moi j'appelle ça tricoter des vérités. J'adore ce terme. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, mais on est tricoteurs, mais c'est dingue. Mais oui, je suis complètement d'accord. Donc je dirais que le deuxième axe de réflexion que l'on vous propose est de prendre conscience de toutes vos croyances. Ça, c'est important. Quelles sont vos croyances? Quels sont vos programmes qui fait que le mental crée des choses qui sont fausses et qui vous verrouillent? En fait, le pire, c'est d'être verrouillé et de ne pas avancer dans la vie à cause de ça. Exactement. On va passer à la troisième phrase qui est donc une incapacité de voir notre être véritable. Là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Oui, dans le fond, on va dire. En profondeur. Ouais. Allez, on prend un peu de profondeur. Allez, on y va. Telle est la condition de l'esprit humain. Un grand mythoté à cause duquel il vous est impossible de voir qui vous êtes vraiment. Mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ce bout de texte? C'est quelque chose de fou, hein? Oui, allons-y. Alors, le texte indique bien que nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes, car la somme de toutes nos croyances développe des pensées envahissantes qui obscurcissent qui nous sommes véritablement. On passe nos journées à nous débattre de toutes ces pensées obsédantes. On juge, on condamne, on donne nos opinions. Alors ça, c'est tout le temps, tous les jours. Il suffit d'allumer la télé, allez hop, on est dedans, hein. On a tous un avis sur tout. Alors, les réseaux sociaux, c'est la débandade. On connaît les gens ni d'Ève ni d'Adam. On ne connaît pas leurs problèmes. Et ils sont jugés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a autant de violence, je dirais, dans les réseaux sociaux. Oui. Alors, il y a un yogi célèbre qui s'appelle Krishnamurti. Tu le connais, ce yogi? Exactement. Il est très, très intéressant. Il est très intéressant. Alors, ces textes sont quand même assez difficile à lire. C'est une étude de texte. Ouais. Il faut vraiment c'est pas approfondir. Des textes qui sont faciles, mais c'est un yogi que j'aime beaucoup. Alors lui, il donne deux notions. La première notion, c'est la pensée. Donc c'est le fameux mythoté dont on parle. C'est la pensée, c'est le mental, c'est tout ça. Et la deuxième option est l'esprit. Il parle d'une deuxième notion qui est derrière. Donc l'esprit est cet être profond qui ne demande qu'à vivre et qui n'a aucun endoctrinement et de nos conditionnements liés à notre société ou à nos expériences. Alors, je vais prendre un exemple.
Alors là, ça se trouve à peu près partout, dans toutes les familles. C'est l'exemple des personnes qui suivent la voie d'un parent au niveau de la fonction. Ça arrive souvent. Par exemple, la mère, je dis n'importe quoi, elle est avocate, elle a des enfants. Il y en a forcément un de la fratrie qui va suivre le côté avocat. Ou alors, c'est fils de médecin, médecin devient médecin. Tu vois, il y a une filiale, en fin de compte, qui... Oui, parce que c'est l'environnement. C'est-à-dire que tous les jours, on est dans le même contexte. On va parler de telle profession. Et effectivement, on a tendance à suivre le mouvement de ce qu'il y a, en fait. Exactement. Mais du coup, ça devient un conditionnement, cette histoire. C'est-à-dire que les gens, ils répondent à leur mental, au mythoté. Ils vont pas dans la profondeur de l'esprit en se disant « Ah oui, mais mon âme, elle veut quoi ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Est-ce qu'elle a envie de créer ? Est-ce qu'elle a envie de jouer ? Est-ce qu'elle a envie d'être dans la justice ? Qu'est-ce qu'elle a envie ? » Et malheureusement, on voit beaucoup d'enfants. Moi, j'en ai 2 cas autour de moi. Et j'ai été un de ces enfants-là où j'ai pris la fonction de mon père, alors que c'est quelque chose que j'aime pas du tout faire. C'est malin, hein ? Donc moi, j'ai fait aussi... je peux faire mon procès. Hein. Donc, j'ai suivi la voie de mon père, alors qu'en fait, c'était pas la bonne voie. Donc maintenant, je suis la mienne, mais j'ai plus de 40 ans, donc c'est foutu, quoi. J'ai passé 20 ans à faire quelque chose que j'aimais pas. C'était sûrement très intéressant quand même, mais c'était très effectivement, intéressant. C'est bien d'en prendre conscience. C'est bien d'en prendre conscience, mais c'est pour ça aussi que je suis partie dans la formation, parce que c'était l'échappatoire pour éviter d'être trop dans le domaine de mon père. Et toi, Catherine, qu'est-ce que tu aurais à dire dessus ? Alors... moi, je voulais revenir sur la méditation qui a fait ses preuves. S'accorder ne serait-ce que 5 minutes par jour permet déjà de développer une capacité à apaiser l'esprit. En effet, depuis notre plus tendre enfance, nous avons été fortement conditionnés par l'extérieur, au point que ce mécanisme mobilise une grande partie de nous. Nous sommes sans arrêt dans des flots de pensées qui s'enclenchent. Au fond, nous cherchons sans cesse à combler un vide que nous avons au fond de nous-mêmes. À ce sujet, je souhaitais évoquer une pratique de routine quotidienne qui consiste par exemple à se lever 1 heure plus tôt chaque matin afin de faire des exercices tels que la respiration, la méditation, le yoga ou encore la récitation d'affirmations positives. Mis bout à bout, ces outils contribuent à améliorer le bien-être personnel et la confiance en soi. Il ne s'agit pas ici de promouvoir une méthode en particulier, mais plutôt d'illustrer l'un des moyens possibles sur le long terme pour déconstruire et reprogrammer notre façon de penser. Tu as dit quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la méditation. La méditation met bien en relief aussi le brouillard cérébral qu'on a. D'ailleurs, ils le disent vraiment, hein, vous essayez une fois, mais là-dedans, c'est de l'agitation totale hein, dans la tête. Hein. Ah oui, tout à fait. Quand on fait le vide, d'un seul coup, il y a plein d'idées, plein d'images, plein de pensées qui affluent. Ouais. Donc les gens qui doutent encore de ce brouillard cérébral, essayez de rentrer en méditation juste 1 minute ou 2. Hein. Pas besoin d'aller plus loin. Normalement, en 30 secondes, déjà, il y a une idée qui passe. Il y a le chat qui n'a pas mangé ses croquettes, il y a le mari qui a brûlé le plat de ce midi et vous lui dites « Pourquoi tu as fait ça ?» Voilà. Donc c'est pas mal à faire comme exercice. Hein. Oui, c'est ce que je te disais, oui, effectivement. Donc le 3e axe de réflexion est de comprendre quels seraient nos conditionnements de la raison par rapport à ce que l'on veut vraiment. Donc allez chercher ce que l'esprit veut, aller au fond de vous pour savoir quelle est votre âme, qu'est-ce qu'elle veut votre âme, que ce soit dans votre fonction ou n'importe quoi. Hein. On va parler maintenant de l'incapacité de percevoir notre manque de liberté. Alors la 4e phrase... Nous ne pouvons voir qui nous sommes vraiment, ni même que nous ne sommes pas libres. Alors là, je vais prendre quelque chose que les philosophes connaissent très très bien. C'est l'image de la caverne de Platon. Je crois que tu la connais, cette image. Oui, je connais, elle est très inspirante. Elle est inspirante. Alors, pour revenir un petit peu sur cette image, ce sont des hommes qui sont dans une caverne et il y a une lumière qui est derrière eux et cette lumière projette leur ombre au fond de la caverne. Donc les hommes, ils regardent leur ombre, puis... Du coup, il n'y a que ce spectacle. Donc, pour eux, c'est de l'inspiration. Tout ça, c'est un conditionnement de leur ombre sur la caverne. Et ils restent tout le temps devant ces ombres-là. Et un jour, il y en a un qui se dit « Non, mais attends, il n'y a que ça. Il n'y a que ces ombres au fond de la caverne. » Donc, les ombres au fond de la caverne, on pourrait dire que c'est nos opinions, que c'est nos jugements, que c'est nos conditionnements, que c'est tout ça. Puis, il se dit « Non, mais attends, il y a peut-être autre chose. » Et il s'est levé et il est allé sur l'avant de la caverne. Et là, il voit une ouverture.
Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Donc, il va sur l'ouverture et il regarde dehors et il voit donc les forêts, et il voit tout ça. Ils sont au pied d'une forêt et il voit l'extérieur. Et ils se disent, mais attends, il y a autre chose en fait. Il y a autre chose que nos ombres. Donc, du coup, il retourne dans la cabane, il va voir les copains. Et les copains, venez, il y a autre chose là-bas. Allez voir, il y a des trucs. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Arrête, regarde, il y a nos ombres là, ils sont bien. Non, on veut pas. On veut rester face à nos ombres. On ne veut rien changer. On ne veut rien changer. Quand on croit à quelque chose. Quand on croit à quelque chose, manque de liberté. Le manque de liberté, c'est de ne pas aller s'instruire ailleurs aussi, mais même dans les religions ou autres. Il y a plein de notions dans d'autres religions qui sont très intéressantes. On peut les regarder, en prendre conscience, en prendre connaissance et conscience, et puis savoir si on n'a pas des conditionnements là-dessus. Oui, il faut attiser sa curiosité. Ouais. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? Alors, je trouve que cet enseignement est très instructif. Lorsque je t'entends parler de cette histoire, mon imaginaire s'anime. Merci. Alors, moi, je voulais juste reparler de quelque chose que tu as déjà un petit peu évoqué au début de l'émission, parce que je pense que ça parle à tout le monde. C'est lorsque je suis en train de conduire. Ah, tiens, toi aussi. Moi aussi. Tu as des problèmes. Bien installée dans ma voiture, il n'y a pas très longtemps. J'allume la radio, je chantonne, puis après quelques minutes, mon esprit commence à se focaliser sur le programme de ma journée. J'ai prévu plein de rendez-vous, je me sens stressée. Je passe chaque étape en revue pour être sûre de ne rien oublier. Je ressasse, j'y mêle même des vieilles histoires. Je parle tout haut, à haute voix. Puis à un moment, il se passe ce qui doit se passer. Je me rends compte que je ne suis plus sur le bon chemin. Ah! À cet instant précis, je prends conscience que je suis un peu comme dans une sorte de prison mentale. Oh, que c'est beau cette phrase. Ma petite prison mentale quand je conduis. Elle est belle cette phrase, une prison mentale. Oui. Mais c'est très bien imagé. Écoute, moi, c'est ce qui me... Voilà, je trouve que ça représente assez l'enfermement dans lequel on peut se mettre très facilement. Oui. Par habitude. Oui, par habitude. Oui, c'est ça, c'est par habitude. Il faut quand même le soulever. Hein. Parce que la conduite, c'est le moment idéal, quoi. Il y a la conduite, il y a la marche aussi. Oui, c'est vrai. La marche, je m'enferme pas mal dans mes pensées. Oui, il y a différentes choses, oui. Mais la conduite, on est pas mal, ouais. Alors, je dirais le 4e axe de réflexion que l'on vous propose est de comprendre ce manque de liberté et de comprendre nos conditionnements. Ça, c'est quelque chose qui est important. Hein. En résumé, quelle est la puissance de notre esprit? Est-ce que tu aurais des actions, Catherine? Alors, ce qui est devenu une habitude pour moi, c'est lorsque je vois que je suis dans ce genre de scénario, je respire lentement. 3 à 5 inspirations me suffisent souvent. Sinon, ce que je pourrais dire quand je suis vraiment, quand je suis dans une forme de rumination, ce que j'aime faire, c'est prendre mon cahier et j'écris tout ce qui me vient en tête, comme ça en vrac. Colère, tristesse, injustice. Je dirais que j'écris des phrases, mais vraiment ce qui me vient vraiment à l'esprit. Je ne cherche pas du tout à faire un beau récit. Pour ainsi dire, je vide les poubelles de mon mental. C'est un peu mon expression, ça. Waouh, vider les poubelles de son mental. Parce que je pense qu'on a besoin. Oui. Je pense que c'est instinctif, que c'est humain. Il y a des moments, on a besoin de vider les poubelles de son mental. C'est ce que j'appellerais, entre guillemets, poubelles de son mental. Parce que la vie va vite, parce qu'on court, parce qu'on a des tas d'informations. Et c'est un moment c'est bien de s'accorder un petit moment et d'y réfléchir. Oui, c'est très, 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 très bien dit. Pour terminer cette émission, je vous propose la lecture d'une histoire pour que les enfants et vous-même puissiez comprendre que la force de nos pensées est importante. Donc cette histoire s'appelle « Le brouillard aux 1000 voix ». Il était une fois, dans un village entouré de montagnes bleues, un petit garçon nommé Nilo. Nilo aimait courir dans les prés, grimper aux arbres, rire avec ses amis. Mais quand il se retrouvait seul, quelque chose l'inquiétait. Dans sa tête, il y avait un brouillard étrange. Ce n'était pas un brouillard comme celui qui descendait des collines au petit matin. Non, celui-ci vivait dans son esprit. Il était épais, tourbillonnant et rempli de 1001 voix. Ces voix parlaient sans cesse. « Tu dois être parfait.
Non, il faut être le plus fort. Tu ne réussiras jamais. » Toutes ces paroles s'entrechoquaient comme dans un marché bruyant, et Nilo n'y comprenait rien. Un jour, il alla voir sa grand-mère qui connaissait les histoires des anciens Toltecs. « Grand-mère, demanda-t-il, pourquoi il y a tant de voix dans ma tête? Elles partent toutes en même temps et je ne sais plus qui je suis. » La vieille femme le regarda avec tendresse. Ces voix, mon enfant, forment ce que les sages appelaient le mitoté. C'est comme une grande fête où chacun crie plus fort que l'autre. On croit qu'on doit tout écouter, mais en vérité, c'est seulement un brouillard qui nous cache notre cœur. Nilo fronça les sourcils. « Mais alors, qui suis-je vraiment si toutes ces voix me cachent ?» La grand-mère sourit. Pour le découvrir, tu devras traverser ton brouillard. La nuit suivante, Nilo fit un rêve. Il se retrouva dans une grande vallée. Autour de lui, le brouillard aux 1000 voix s'étendait à perte de vue. Après une longue marche, Nilo aperçut une lueur dorée. Là, sur une branche invisible, flottant dans le brouillard, se posait un oiseau de lumière. « Bonjour, petit voyageur, dit l'oiseau, d'une voix claire comme une cloche. Tu as trouvé le chemin vers moi. »« Qui es-tu » demanda Nilo. « Je suis ta vraie voix, celle qui n'a pas besoin de crier pour exister. Je suis la partie de toi qui sait, avant même que tu aies appris. » Nilo sentit ses yeux s'emplir de larmes. « Mais alors, toutes ces autres voix ?» L'oiseau répondit. « Elles sont faites de ce qu'on t'a dit, de ce que tu crois, de ce que tu as appris sans même t'en rendre compte. Certaines sont utiles, d'autres effrayantes, mais toutes ensemble, elles créent le mitoté. Si tu les écoutes toutes, tu te perds. Mais si tu écoutes ton cœur, tu trouves le chemin. » Nilo resta longtemps auprès de l'oiseau de lumière. Désormais, chaque fois que les 1000 voix criaient, il savait qu'il pouvait chercher le doux murmure, celui qui l'aidait à avancer. Au matin, Nilo se réveilla dans son lit, le cœur apaisé. Le brouillard était toujours là, mais il n'en avait plus peur. Il courut voir sa grand-mère et lui raconta son rêve. La vieille femme hocha la tête avec un sourire. « Tu as trouvé, dit-elle. Tu sais maintenant que tu n'as pas besoin d'écouter toutes les voix. La vraie liberté commence quand on apprend à entendre celles qui parlent doucement, tout au fond de nous. » Nilo respira profondément. Le brouillard s'éclaircissait déjà. Et c'est ainsi qu'il découvrit que, même si 1000 voix remplissaient son esprit, il pouvait toujours choisir la plus douce, la sienne. Même si notre esprit est plein de bruit et d'illusions, il existe toujours une petite lumière intérieure. Il suffit d'apprendre à l'écouter pour retrouver le chemin de la liberté. Merci Catherine. Merci Jennifer. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous laissons penser à cette notion de mitoté que vous pouvez retrouver dans le livre de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec. Tu as une conclusion Catherine sur tout ça ? Oui, j'ai une petite conclusion. Pour revenir à une de mes activités, je pratique la réflexologie plantaire. J'agis sur les zones réflexes du pied par acupression, ce qui provoque notamment un effet de détente. Avec l'expérience, j'ai facilement constaté que lorsque le corps se détend, le mental s'apaise aussi. On observe la même chose dans d'autres situations. Après un effort physique intense comme l'endurance, le cardio, le tennis, etc., une fois que le corps est au repos, l'agitation intérieure diminue naturellement. Cela m'amène à penser que nous avons tous des moyens simples pour réguler notre brouillard intérieur. Lorsque nous prenons réellement conscience de ce qui se passe en nous et que nous écoutons nos intuitions, une multitude d'outils et d'astuces deviennent accessibles. En fin de compte, il nous appartient de décider de ce que nous faisons, de nos schémas de pensée, en toute liberté. Merci Catherine. C'est ma conclusion. Elle est très bien. Merci Catherine d'avoir participé à cette émission sur le mitoté. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site Radio Vissou en podcast ou retrouver le replay sur YouTube. À bientôt.